Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. On vous souhaite la bienvenue, les vraies voix de retour, c'est lundi, on espère que tout va bien. Vous avez passé un excellent week-end, nous aussi, ça va Philippe David? Ça va très bien, et vous Cécile? Bah écoutez, pas mal. Passez un bon week-end prolongé, vous nous avez manqué vendredi. C'est vrai? Ah oui. Vous êtes un menteur. Qu'est-ce que vous mentez mal? Vous avez dit, hein. Il a dit en plus. Et il vous a menti à vous aussi. Philippe ne ment jamais. Ouais. Merci de reconnaître ce mérite. Mais le problème, c'est que ça ne l'excuse pas. Vous savez qu'il m'est arrivé une anecdote terrible ce week-end. L'annonce est toujours pas en adéquation avec la réalité. Allez-y. Ah non, mais vrai. hier après-midi, je reçois un coup de téléphone, je vois s'afficher Loïc Le Floch-Prigent. Pas du Il tout devait ce qu'il venir voulait aujourd'hui, dire. je me dis, il a dû avoir un souci, puis je décroche, il me dit... Tu te remets de la finale du quart de finale de Coupe du Monde? Je dis non, il me répond moi non plus. Et je me dis qu'il va falloir qu'on fasse une thérapie de groupe. Ouais. Nous, les vrais amoureux de l'équipe de France. Oui. Je sais pas si on va réussir, mais c'est ça le C'est problème. pour ça que vous interrompez Ouais. le rythme Ouais, de c'est l'émission. ça. Oui, C'est parce ça. qu'on est plusieurs à vouloir entamer une thérapie. Je remercie bien sûr la famille de Philippe David pour cette anecdote extraordinaire. Pourquoi vous avez attendu le rugby? J'espère, Cécile, que tu es d'accord, tu vas venir avec nous. Est-ce qu'on peut reprendre le cours de cette émission, mesdames et messieurs? Cécile sur le divan, c'est un bonheur. Et moi, je pourrais dormir. Allez, sommaire de cette émission avec un peu plus de sérieux. L'entraîneur de l'Olympique lyonnais avec le visage en sang. L'image à la une de l'équipe secoue le foot français. Le bus de l'OL a été caillassé hier avant le match entre Marseille et Lyon. Rencontre finalement annulée. 9 personnes interpellées à ce jour dans la foulée, indique le ministre de l'Intérieur. Selon Gérald Darmanin, 500 policiers et gendarmes avaient pourtant été mobilisés pour sécuriser ce match, Philippe. Et comment a-t-on pu laisser le football devenir un lieu de concentration de comportements aussi violents et récurrents? Comment expliquer, puisqu'il y avait déjà, il y a plus de 10 ans, des attaques de bus de supporters ou d'équipes adverses qui jouaient à Marseille, comment expliquer qu'on n'arrive pas à endiguer ce fléau? Est-ce que le football symbolise la banalisation de la violence dans notre société? Le club de Marseille ne devrait pas être sanctionné. Est-ce que vous trouvez ça normal? Quelles sanctions attendez-vous? On vous attend au 0826 300 300. Vous êtes 11% à penser qu'il faut sanctionner l'OM financièrement, 15% pénalement, 15% sportivement et 59% les trois. Venez réagir au 0826 300 300. Et notre expert pour en parler, Abdelkrim Branin, sera avec nous, un journaliste et écrivain, auteur du roman Le Petit Sultan et le chaos du foot club, coécrit avec Daniel Riolo. Et puis, 18h30, le coup de projecteur des vraies voix. Le Qatar se dit optimiste quant à une libération des otages du Hamas. Le porte-parole du ministère qatari des Affaires étrangères l'a dit hier chez nos confrères de BFM TV. Il défend le rôle de médiatisation de son pays qui abrite la plupart du temps des dirigeants du Hamas. Ce week-end, la branche gazaoui du groupe islamiste s'est dit prêt à échanger les 230 otages contre les prisonniers palestiniens incarcérés par Israël, Philippe. Est-ce que c'est une simple parole diplomatique destinée à rassurer l'Occident? Le Qatar joue-t-il un double jeu entre Israël en particulier, l'Occident en général et le Hamas? Peut-on se fier à un pays qui héberge le Hamas, qui est, rappelons-le, une organisation terroriste? Le Qatar est-il le seul intervenant incontournable dans cette affaire? N'y a-t-il pas aussi l'Iran? Vous voulez témoigner? On attend vos appels au 0826 300 300. Et pour le moment, vous n'êtes que 43% à penser que le Qatar est le meilleur atout pour la libération des otages. Et on en parlera avec notre expert du jour, Emmanuel Razavi, sera avec nous, grand reporter et auteur de nombreuses enquêtes sur le régime iranien et l'organisation des Frères musulmans. On vous souhaite la bienvenue, c'est Les Vraies Voix jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio. Et pour nous accompagner, nos éditorialistes du jour, Philippe Bilger est avec nous, le président de l'Institut de la Parole. Bonsoir Philippe. Bonsoir Philippe. Philippe, Cécile, pardon. Et ce week-end fut bon? Ce week-end fut bon, beaucoup de cinéma. Un peu de nostalgie après la défaite des All Blacks et l'attente mais enthousiaste d'aujourd'hui. Ouais, c'est bien. Comme c'est bien dit. Madi Saïdi est avec nous, conseillère en communication d'influence et auteur de ce livre, française venue d'ailleurs publié chez Stock. Ça va Madi? Oui, très bien. Oui, très vous étiez bien. heureuse ce week-end de dire lundi Oui, je vois mes copains. comme toujours. Ouais, Et heureuse, sport, lecture, Ah ouais. balade en famille malgré la pluie. Mais En ça fait, va. ils disent n'importe quoi. Oui. Ça dit- n'importe quoi. Ma chère Cécile. Pour de vrai, c'est ce que j'ai
On vous a vu dans des soirées un peu bizarres quand même. Allez, Il y avait Philippe Bilger alors. Moi, je ne vais jamais aux chandelles. Moi, J'y vais avec une chandelle, mais pas aux chandelles. Loïc Lefranc-Pléjean, industriel, est avec nous. Bonsoir Loïc. Bonsoir. Bienvenue. Alors comme ça, vous faites de la dépression de suite au match de rugby. Et puis alors en plus, il y avait de la pluie, le sol était spongieux et pas un cep, c'est terrible. Voilà, écoutez, c'est ça le week-end. Allez, vous nous laissez des Solidaire messages. avec vous, mon cher Vous Loïc. n'avez pas un sceptre, mais vous portez le sceptre. 0826 300, vous nous laissez des messages chaque jour et on vous en remercie. C'est Sabine Deléraud qui nous appelle. Oui, bonjour, Sud Radio, Sabine Deléraud. Voilà, écoutez, je m'interroge par rapport à l'agression, on va dire ça, sur le bus lyonnais hier. Concernant ce monsieur qui avait la tête en sang, je trouve ça lamentable. Donc je trouve ça hallucinant. Voilà, de nos jours, à part de la racaille et des cons, je vois pas qu'est-ce que ça a pu changer. Donc moi je suis d'accord pour qu'on ne valide pas ce match, qu'on le donne d'office aux Lyonnais. Peut-être que ça calmera les Marseillais et qu'à l'avenir ils retiendront les pierres dans leur poche. Voilà, bonne journée Sud Radio, au revoir. C'est ce qu'on appelle parler vrai, Philippe Bilger. Alors on en parlera tout à l'heure, je crois, mais le sujet fait beaucoup réagir sur le ça répondeur. fait plaisir d'avoir une pensée brute et sommaire, parfois. Loïc Lefranc-Pléjean, oui, peut-être. Oui, on peut même le mettre en division 2 directement. C'est radical. Madi, vous les mettre en national carrément. Oui, parce qu'en plus c'est une Parisienne qui parle, donc à mon avis je vais pas être cool avec les Marseillais. Non, il mérite d'être sacrément sanctionné. On va en parler bien entendu. On a des supporters qu'on mérite. À partir de 18h30, 0826 300 avec notre auditeur du jour, c'est Johan. Bonjour, Johan peut-être. Johan. Johan qui est avec nous de Marseille. Bonsoir Johan. Bonsoir Cécile, bonsoir les revois. Comment ça va Johan? Ça va très bien, merci et vous? Ouais, très bien. Vous vouliez revenir sur quoi Johan aujourd'hui? Écoutez, moi j'ai un coup de gueule à pousser, c'est le manque de prévention, notamment auprès de notre jeunesse, des dangers des réseaux sociaux, voire d'Internet au sens plus large. Je suis professionnel de l'informatique. Depuis des années, on constate le danger de l'utilisation des réseaux sociaux, que ce soit comme vecteur de harcèlement scolaire récemment, comme outil de propagande idéologique, quelle que soit l'idéologie, ou comme là en ce moment entendu hier comme outil de désinformation. Sans parler de la méconnaissance générale des parents qui n'hésitent pas à laisser leurs enfants des heures devant leur téléphone ou devant leur ordinateur sans avoir conscience vraiment des dangers auxquels ils les exposent. C'est difficile d'encadrer le numérique, Johan, pourtant. Je suis d'accord que c'est très compliqué. Je pense qu'à défaut de l'encadrer, on manque cruellement d'informations et de prévention, que ce soit de par les parents ou de par l'école. Johan, restez avec nous. Philippe Bilger, vous qui avez des petits-enfants, Internet compliqué, en tout cas les réseaux sociaux. Alors oui, mais je m'en occupe. Objectivement, je les laisse relativement libres pour une raison simple, c'est que dans la mesure où je considère qu'ils charrient le pire, mais aussi le meilleur, il est très difficile de réglementer cela. Madi. C'est une banalité, mais je crains d'y être contraint. Oui, non, c'est pas simple. C'est sûr que c'est pas simple. Moi, je sais que je regarde, je fais attention parce qu'il y a tout en fait. Oui. Et c'est pas seulement les gamins qu'il faudrait sensibiliser, je pense aussi les parents parce qu'ils n'ont pas conscience du danger auquel les gamins sont exposés. Allez, il est clair qu'il y a une génération de parents aujourd'hui qui ne comprennent pas ce qu'il faut faire avec les enfants et qui sont contents de voir leurs enfants occupés. Moi, je suis affolé de voir la manière dont on dirait tiens, il nous fout la paix, là, il est sur son petit truc. Non, je suis affolé de ça. Et puis les parents sont addicts aussi. Moi, je n'arrête pas de dire il faut lire, il faut des livres. Mais vous avez raison, je vais mettre Philippe devant un écran, comme ça il va nous foutre la paix. Allez, vous restez avec nous, on revient dans quelques instants. Il y aura les 3 mots dans l'actu avec Félix Mathieu. Le réquisitoire, Philippe, du procureur, on parle de quoi ? Ceux qui usurpent l'identité d'autrui. Et vous, 0826 300, c'est votre émission. Jusqu'à 19h, vous êtes les bienvenus. 0826 300 et Aude est avec nous. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h. Philippe David, Cécile de Ménibus.
Merci de nous accueillir chez vous, où que vous soyez, tous les jours de 17h à 19h avec Philippe David et avec nous pour nous accompagner durant toute cette émission. Philippe Bilger, bien entendu. Madi Saïdi est avec nous et Loïc Le Floch, Prigent. Et vous, derrière votre téléphone, vous êtes les bienvenus, 0826 300 300. Dans un instant, les 3 mots dans l'actu avec Félix Mathieu. Bonsoir Félix. Bonsoir tout le monde. Et vos 3 mots sont combat, langue et masque. On va parler de ces violents combats à Gaza, d'Emmanuel Macron qui part en croisade contre l'écriture inclusive à Villers-Cotterêts et puis de ce masque africain acheté 150 €, revendu 4 millions. La justice va juger cette histoire demain. Merci. Et tout de suite, les réquisitoires du procureur. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur. Philippe Bilger. Et monsieur le procureur veut requérir contre les usurpations d'identité qui touchent 400 000 personnes par an. Absolument. Et je vais être obligé, pour une fois, de dire du bien de moi. Avec une sorte de volupté, je l'admets. Mais ne croyez pas que ça va devenir une habitude. On espère bien. En 90, au parquet de Paris, j'avais été nommé chef d'une section du droit bancaire. Non pas que je connaissais à la perfection toutes les matières, mais notamment j'avais la charge de régler les vols de cartes bleues, vols de chéquiers, vols de cartes d'identité. Et à l'époque, durant 1 an, j'avais mis, mais très simplement en place, un système. Dès que je recevais une plainte d'une victime s'étant vue soustraire carte bleue, carte d'identité, permis de conduire, tout, eh bien, d'initiative, avec l'équipe que je dirigeais, je mettais en œuvre auprès des administrations, tout pour les aider, parce que pour les gens qui ne sont pas aidés, c'est un véritable parcours bureaucratique. Il faut que les administrations répondent, il faut que la bureaucratie réagisse, et ils vivent un enfer alors qu'il aurait été si simple d'appliquer une règle, prendre d'initiative des mesures pour aider ces plaignants qui ne savent plus comment s'en sortir. Donc je requiers contre la multitude de ces malhonnêtes qui usurpent l'identité des gens et qui créent d'infinis dégâts malgré le caractère apparemment indolore de ce qui se passe. Madi Saïdi. Oui, et non seulement ils sont de plus en plus nombreux et de plus en plus futés. Et malheureusement, les victimes se retrouvent, elles, à devoir justifier pourquoi, comment, nombreux se retrouvent endettés. Et on leur dit, eh ben non, c'est vous, débrouillez-vous. Et je regardais ils justement... doivent justifier d'être eux-mêmes. Ils doivent justifier d'être eux-mêmes. Et il y en a de plus en plus. Il y en a de plus en plus, c'est terrible. Et la bureaucratie est devenue pire. Oui, ça. Absolument. Excuse-moi. Et la bureaucratie, Loïc, quand elle répond, elle ne répond pas. Elle ne répond pas. Elle ne répond pas. Appuyer sur dièse, appuyer sur étoile, appuyer sur la touche 1, la touche 2. Maintenant, le service public, c'est ça. Hein. C'est invraisemblable. Non, mais en plus, on ne mesure pas les dégâts psychologiques. Parce que ça dure, c'est très compliqué. Des mois, des années. Ouais. Alors que c'est si simple. Le parquet, les procureurs peuvent prévenir d'emblée toutes les administrations en disant ça n'est pas Dupont qui a commis tout ça, c'est Durand. C'est pas compliqué. Mais au fond, il y a une espèce de solidarité élémentaire qui ne veut même plus s'exercer. C'est presque, pardon, je voulais juste dire que c'est même devenu un métier. Il y a des gens dont le métier c'est d'être des faussaires. Absolument, absolument. Qu'on ne conseille pas, bien entendu. Évidemment. Et tout de suite, les 3 mots dans l'actu. Les vraies voix Sud Radio. Bonsoir Félix Mathieu. 3 mots dans l'actu qui sont combat, langue et masque. De violents combats au sol à Gaza. Les chars israéliens y sont entrés et affrontent les combattants du Hamas au 24e jour du conflit. Emmanuel Macron entre en croisade contre l'écriture inclusive. Il ne faut pas céder à l'ère du temps, dit-il. Depuis le château Renaissance de Villers-Cotterêts, il inaugurait sur place sa cité de la langue française. Et puis eux se sentent floués. Dans le Gard, 2 retraités avaient vendu un masque africain 150 € à un brocanteur qui en a tiré 4 millions aux enchères. Le couple veut faire annuler la vente. Le tribunal d'Alès va trancher demain. Les vraies voix Sud Radio. Un char israélien en train de tirer sur une voiture au sud de la ville de Gaza. C'est l'une des rares images récentes de l'enclave où de violents combats au sol opposent désormais l'armée israélienne aux combattants du Hamas. La bande de Gaza bombardée sans répit en représailles à l'attaque du 7 octobre. Et ce n'est que le début, avertit Daniel Hagari, porte-parole militaire israélien.
Au cours des 24 heures, nous avons étendu, dit-il, nos opérations dans la bande de Gaza avec des forces supplémentaires d'infanterie, de chars, d'ingénierie, de combat, d'artillerie. Lors d'attaques conjointes des forces terrestres et aériennes dans la bande de Gaza, nos soldats, dit-il, ont éliminé des dizaines de terroristes. Gaza soumise depuis le 9 octobre à un siège complet qui prive ses 2 400 000 habitants d'eau, de nourriture, d'électricité. De son côté, le Hamas palestinien publie une vidéo de 3 femmes présentées comme des otages parmi ceux qu'il détient dans la bande de Gaza. On peut les voir, ces femmes assises sur des chaises en plastique. L'une d'elles appelle sur un ton remonté le Premier ministre Netanyahou à conclure un échange de prisonniers avec ce mouvement islamiste, le Hamas, afin d'obtenir leur libération. Philippe Bilger. C'est effrayant. Je rejoins ce qu'a dit Jean-Loup Bourlange. Il me semble qu'il a tout dit en disant que la barbarie du 7 octobre est impardonnable, mais elle n'est pas sans cause. Et donc, c'est une tentative de tenir les deux bouts de la chaîne en ne mettant pas, surtout sur le même plan, les deux horreurs. Badi. Absolument, c'est terrible, les images sont terribles. Moi, j'arrive pas du tout à regarder les vidéos. Néanmoins, il y a aussi un début, et c'est terrible, mais on oublie pourquoi c'est arrivé. Et c'est d'autant plus choquant, je trouve qu'en France, il y a beaucoup de politiques, et vous saurez de qui je parle, notamment LFI, qui voudraient mettre sur le même piédestal Israël, qui est quand même un État démocrate, d'ailleurs un État démocrate, et le Hamas, qui est un mouvement terroriste. Loïc Lefebvre-Président. Oui, c'est un choc pour, je pense, l'ensemble des gens qui sont un peu humains, et le 7 octobre restera une date d'inhumanité absolument invraisemblable. Et donc, le fait d'avoir quelque comparaison que ce soit est ignoble, pour moi. Allez, le deuxième mot, Emmanuel Macron, qui inaugure sa cité internationale de la langue française. Oui, son grand projet culturel voit le jour dans le château Renaissance, tout fraîchement rénové, de Villers-Cotterêts, dans l'Aisne, là où François Ier avait signé l'ordonnance imposant le français dans tous les textes officiels du royaume en 1539. C'est dans cette ville, désormais tenue par le RN, qu'Emmanuel Macron est donc venu saluer le rôle unificateur de la langue française pour le pays. À un moment où les divisions reviennent, les haines ressurgissent, où on voudrait renvoyer les communautés dos à dos, les religions, les origines, la langue française est un ciment. Et alors que le Sénat examine ce soir une proposition de la droite, une proposition de loi pour interdire l'écriture inclusive, Emmanuel Macron en a profité pour donner son avis sur le sujet. Il faut permettre à cette langue de vivre, de s'inspirer des autres, de voler des mots, y compris à l'autre bout du monde, mais d'en garder aussi les fondements, les socles de sa grammaire, la force de sa syntaxe, et de ne pas céder aux airs du temps. Dans cette langue, le masculin fait le neutre. On n'a pas besoin d'y rajouter des points au milieu des mots, ou des tirets, ou des choses pour la rendre visible. Le masculin fait le neutre. L'argumentation présidentielle a fortement déplu d'ailleurs à Sandrine Rousseau. Le masculin n'a rien de neutre. C'est pourtant pas compliqué, s'agace la députée écologiste en réponse sur les réseaux sociaux. Philippe Bilger, c'est pas amusant, le président de la Startup Nation qui inaugure la cité de la langue française? Absolument, Philippe. D'ailleurs, Jean-Marie Rouard, dans un article percutant, le lui a reproché. Et on voit même dans ce cas-là, moi je trouve que la cité internationale de la langue française, derrière la solennité, est une mauvaise idée. Il aurait mieux valu améliorer le français au quotidien, tout le temps, et notamment dans la bouche du président qui parle remarquablement le français, mais qui parfois éprouve le besoin d'y mettre de l'anglais. Oui. Moi, je pense que c'est un peu l'arroseur arrosé, quoi. Donc, faut qu'il arrête de parler une autre langue que la nôtre. Dans la symbolique, je trouve que le projet était intéressant. Aujourd'hui, je trouve que les gamins parlent plus français. D'ailleurs, on parle plus français dans beaucoup de pays. Moi, je sais qu'en Afrique, avant, même les gens qui n'avaient pas été à l'école avaient cette culture française et s'exprimaient en français. Aujourd'hui, plus personne ne parle français, même dans les anciennes colonies françaises. Néanmoins, je trouve qu'en l'occurrence, là, au moment où il inaugure ce projet, je crois qu'il y a d'autres problèmes, notamment en France, dans l'éducation. Les gamins à l'école ne parlent plus français. Ce sont des petits Français. Troisième mot, masque. Un couple de retraités du Vigan dans le Gard estime avoir été volé, Félix. Et oui, les deux retraités avaient vendu un masque africain 150 € à un brocanteur avant de découvrir quelques mois plus tard que ce dernier l'avait revendu pour 4 millions d'euros lors d'une vente aux enchères. Ils ignoraient que leur vieux masque était en fait une pièce rare du 19e siècle. Les deux retraités espèrent donc faire annuler la vente demain matin au tribunal judiciaire d'Alès, comme l'explique leur avocat, maître Frédéric Mansa-Jaffré.
On demande la nullité de la vente de septembre 2021 entre mes clients et notre brocanteur, parce que le droit reconnaît une nullité sur une vente quand on se trompe sur les qualités. On pensait avoir un masque anodin et que finalement c'était pas ça. Ils ont 81 et 88 ans et ils considèrent avoir été trompés, spoliés, abusés de leur faiblesse, parce que mes clients sont des profanes, ne sont pas des amateurs d'art. Ce masque, finalement, il est entreposé dans un cagibi d'une maison de famille et il provient du grand-père de mon client qui a eu par le passé des fonctions en Afrique. Il l'a récupéré de façon légitime. Mais le brocanteur était lui aussi de bonne foi. Il ne savait pas, il n'a pas voulu les arnaquer, plaide son avocate, maître Patricia Pigeot. L'objet en question, objet du litige, était dans leur famille depuis des années, depuis presque d'un siècle. Personne ne s'en est préoccupé. Moi, la seule chose que je peux dire, c'est que mon client, qui est un vulgaire brocanteur qui vend des babioles, n'avait jamais vu un objet pareil, n'imaginait absolument pas qu'il pouvait présenter une telle valeur. C'est tout. Donc il y a eu clairement une erreur sur la valeur du bien commise par les deux. Je ne vois pas ce que viennent faire les notions de spoliation et de vol. Un dossier signé Lionel Maillet pour Sud Radio. C'est donc la justice, le tribunal correctionnel d'Alès qui va répondre, qui va trancher demain matin. Ah, qui a tort, qui a raison. Ça pourrait être un sujet pour les vrais voix. Oui, absolument. Oui, absolument. Passionnant sur une heure. En tout cas, il est bien dommage qu'il soit pas à moi ce masque. Bref, s'ils veulent me le donner, ce sera vraiment avec grand plaisir. Votre nature. Oui, je comprends. Vous restez avec nous dans un instant. On va revenir sur ce match OM-OL qui a été annulé suite au caillassage des bus des joueurs et des supporters lyonnais. Le coach de l'OL grièvement blessé, je vous le rappelle. On va en parler avec Abdelkrim Branine, qui est journaliste et écrivain. Bonsoir, merci d'être avec nous en direct sur Sud Radio. Petite question avant notre pause. Est-ce que l'OM est le club le plus violent de la Ligue 1 ? Le plus violent, non, mais le plus sulfureux, oui. On en parle dans quelques instants. 0826 300 300. On vous attend et c'est Aude qui vous attend. À tout de suite. On est ravis de vous retrouver. C'est toujours un plaisir d'être avec vous, de vous donner la parole. 0826 300 300. On vous attend bien entendu pour commenter l'actualité avec Philippe Bilger, qui est avec nous, président de l'Institut de la Parole et qui est très en forme aujourd'hui. Attention, Philippe Bilger. Lundi. Le lundi, il est... Alors qu'en général, je n'aime pas les lundis depuis que je vais aux vraies voix. C'est un lundi qui ressemble presque à un dimanche. Il est bien, Philippe Bilger. Il est flatteur. Je trouve qu'il progresse. Il progresse avec le temps. C'est le côté Louis de Funès. Flattez-nous, les enfants. Loïc Le Floch Préjean, faites mieux, s'il vous plaît. Alors, vous êtes content ? Oui, très bien. J'attends les nouvelles. Et Madi Saïdi est avec nous, conseillère en communication d'influence. J'adore le lundi. Si seulement la semaine ne pouvait être composée que de lundi. Quel focus. Que de jours chez Sud Radio. Bienvenue à tous. Allez, tout de suite, le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Et le ministre des Sports, le maire de Marseille ou encore le président de la FIFA ont dénoncé ce lundi le caillassage du bus de l'Olympique lyonnais et les blessures de son entraîneur Fabio Grosso en amont du match OM-OL qui devait se tenir hier. 9 personnes ont été interpellées, dont 2 pour avoir lancé des objets sur le bus. Selon la préfecture de police de Marseille, l'OL a annoncé son intention de déposer plainte. Comment a-t-on laissé le football devenir un lieu de concentration de comportements aussi violents ? Les premiers caillassages de bus de l'équipe adverse ou des supporters adverses datent de plus de 10 ans à Marseille. Comment expliquer qu'on n'ait pas endigué ce fléau ? Le football est-il finalement le reflet de la banalisation de la violence dans notre société ? Le club de Marseille ne devrait pas être sanctionné. Est-ce que vous trouvez ça normal ? Quelles sanctions attendez-vous ? Appelez-nous pour réagir au 0826 300 300. Et notre invité pour en parler, Abdelkrim Branine, qui est avec nous, journaliste et écrivain, auteur du roman Le Petit Sultan et de Chaos Football Club, coécrit avec Daniel Riolo, qui décrit les coulisses et le côté sombre du football français. Bonsoir, merci d'être avec nous. Philippe Bilger, la question que l'on pose, est-ce que finalement, en cas de débordement violent, à qui incombent les responsabilités ? Alors, il est frappant, et pardon pour cette banalité sociologique, à une certaine époque, on avait évidemment des violences qui accompagnaient des manifestations sur des sujets graves. Aujourd'hui, et depuis plusieurs années, on constate qu'elles arrivent même à l'occasion
l'occasion de cérémonies ou de moments festifs. Le football, vous l'avez rappelé, Philippe, depuis 10 ans, connaît ce caillassage des bus. Alors, pour le reste, il est extrêmement difficile de déterminer les responsabilités. J'aurais tendance, non pas à exonérer Marseille de toutes les responsabilités, mais il est évident qu'un club ne peut pas mettre une vigilance derrière chaque imbécile ou chaque obtus qui vient caillasser un bus avec des conséquences qui auraient pu être graves. Et donc, à partir du moment où on a interpellé les 5, il y en avait d'autres probablement. Il y en a 9 maintenant. 9 qui caillassaient le bus avec des conséquences sur Grosso. Et son adjoint. Et son adjoint, absolument. Il va falloir que la justice fasse son travail, cette fois-ci, sans mansuétude. Et après, au fond, est-ce qu'on n'a pas la possibilité, dès qu'on a identifié des fauteurs de troubles, de leur interdire l'accès au stade de football? Madi Saïdi, qui est une fan de foot d'ailleurs. Oui, ce que je voudrais dire, c'est qu'effectivement, on peut pas, le club n'est pas forcément responsable, mais je crois que les fédérations de football aussi ont un rôle à jouer. Elles ont un rôle à jouer. Il y a des clubs de supporters. Il faut légiférer. Il faut interdire l'accès au stade à certains supporters. C'est pas possible. Moi, j'ai connu le football. C'était la bonne ambiance. On était tous mélangés, quel que soit là d'où on venait socialement, là d'où on venait culturellement. C'est un moment festif où tout le monde était mélangé. C'était impensable. Et c'est d'autant plus choquant qu'on sort de la Coupe du Monde de rugby et jamais on a eu des moments comme ça. Non, c'est vrai. Jamais. Non, c'est vrai. C'est vrai. Donc il y a un vrai problème avec le football. Loïc Le Floch-Prigent. Oui, moi, je pense que je crois pas en la justice comme Philippe Bigère. Par conséquent, je pense que. Je n'attends pas de vous que vous soyez objectif sur la justice. Absolument. Donc je préférerais revenir au club en disant le club doit pouvoir manager son réseau de supporters, faire en sorte que grossièrement il puisse y avoir des enfants et des parents qui viennent au match sans difficulté. Je crois que c'est ça le sujet. Une fois que c'est possible de venir en famille, à ce moment-là, ça reste quelque chose de festif. Dès que les familles ne peuvent plus venir, or c'est le cas dans un certain nombre de matchs, excusez-moi de vous dire, de football, à ce moment-là, le club est coupable. Abdelkrim Branine, on se souvient dans les années 70, le hooliganisme en Angleterre qui était hyper violent. On se rappelle de Leeds, les supporters qui avaient saccagé l'Euromarché de la Porte d'Auteuil quand ils avaient perdu une finale de Coupe des Champions, du Heysel dans les années 80, etc. La France, les duels entre Saint-Etienne et Nantes, il n'y avait jamais un problème. Aujourd'hui, la violence, elle est en France et plus du tout en Angleterre. Comment est-ce que vous expliquez ça ? Ça paraît banal, mais c'est évidemment toujours une question, ça reflète l'état d'une société. Vous avez parlé de l'Angleterre à l'instant. L'Angleterre à l'époque de Thatcher et l'Angleterre post-Thatcher, en effet, a donné lieu à des scènes de hooliganisme exceptionnelles. On a vu à travers l'Europe, vous avez répété le drame du Heysel, et même lorsqu'il y a eu ce fiasco au Stade de France, Darmanin avait mis en cause les supporters de Liverpool. On avait tous envie de lui dire qu'il n'avait pas vu les vidéos des années 70 ou 80 avec les vrais incidents, des vrais hooligans, pour mettre ça sur le dos des supporters de Liverpool. Là, dans le cas présent, ça fait déjà une dizaine d'années que ça dure en France, qu'il n'y a pas de prise de conscience. Là, j'ai vu que la LFP a communiqué. Alors, ils se réveillent, la LFP, ils disent on va mettre en place une nouvelle convention pour fixer les modalités d'organisation des rencontres et de périmètre des responsabilités de chacun. Merci. Il a fallu attendre que l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais soit assez sérieusement blessé pour qu'il se penche sur le sujet. Mais est-ce que finalement les spectateurs ne peuvent pas s'auto-réguler, s'auto-gérer, c'est-à-dire que dès qu'il y a un débordement, à huis clos, jusqu'au moment où chacun doit prendre ses responsabilités, il y a forcément des formations chez les supporters qui vont réguler les autres. Alors là, il faut préciser quand même, c'est important, c'est que cet incident assez grave a eu lieu à 500 mètres du stade. Ça n'a pas eu lieu aux abords du stade ou à l'intérieur du stade. Donc, la question, c'est de savoir déjà ce que c'était des supporters, parce que c'est vrai que c'est un mot qui englobe, c'est large, hein. Est-ce que c'était des vrais supporters ? Maintenant, on peut pas sortir de cette affaire sans que quelqu'un soit, j'ai envie de dire, coupable ou au moins responsable. On a la LFP, on a le ministère de l'Intérieur et on a le club qui recevait l'Olympique de Marseille. Tous ont des responsabilités, mais ils sont tous en train de se dédouaner. La LFP dit nous, on n'a rien à voir avec ça. Darmanin, on l'a vu, il met la faute sur l'OM, et l'OM, de manière implicite, dit nous, ça n'a rien à voir avec nous. Ça s'est passé à 500 mètres du stade. Mais on ne peut pas sortir d'une affaire
aussi grave sans avoir des responsables. 0826. C'est un peu le problème du pays, c'est-à-dire que l'idée qu'il n'y a jamais de responsable, et c'est l'idée. C'est l'idée, surtout, quelques sujets que ce soit, on peut y revenir. Je pense que là, c'est un match de football qui a lieu à Marseille. Le club de Marseille est responsable, point. Pour moi, c'est comme ça. Et si jamais, à Guingamp, puisque je suis un grand supporter non avant Guingamp, ça se passait, je dirais la même chose à Guingamp. Philippe Bilger. À votre avis, c'est le Brahmi, monsieur Brahmi. Abdelkrim Brahmi. À votre avis, est-ce que la grande difficulté de ces violences de plus en plus graves dans le football ne viennent pas du fait qu'au fond, elles constituent un paroxysme d'une violence qui existe partout? Je veux dire, j'ai entendu hier un reportage sur les mariages qui deviennent d'insupportables moments à cause de la voyoucratie de certains, et parfois même des mariés, ce qui augure mal du bonheur conjugal. Mais en réalité, est-ce que la grande difficulté, c'est que on n'est pas confronté à une sorte de fatalité sociale qui montre que la violence augmente partout? On sent bien qu'il y a une forme d'un côté exutoire au niveau de cette violence, puisque, encore une fois, je le dis, depuis une dizaine d'années, les incidents sérieux se sont multipliés. Après, tous les clubs doivent faire le ménage, entre guillemets, au niveau de leurs propres supporters. On se souvient du plan Le Brou. Il y avait c'est au PSG, ça. Exactement, un problème sérieux de hooliganisme à Paris. Le plan Le Brou y a mis fin. En tout cas, ça a quand même très bien fonctionné. Là, il est temps pour l'Olympique de Marseille et pour les autres clubs de Ligue 1 de se pencher sur le sujet, mais je précise quand même, on parle quand même, c'était pas un match spécialement à haut risque, certes, c'était entre les Olympiques, Lyon et Lanterne Rouge, et Marseille, ils se battent dans le ventre mou du championnat. Donc, qu'est-ce que ça va être lorsqu'on va avoir une grande affiche sérieuse avec des risques où, il faut le rappeler, dans quelques mois, on est censé organiser les Jeux Olympiques à Paris. Absolument. Avec ironie, je dirais à Philippe Bilger, bien sûr, la justice n'y est pour rien. Non, mais allez. Oui, mais allez-y. Je ne demanderai jamais aux condamnés leur avis sur la justice. 0826 300 avec Christophe qui est avec nous, qui nous appelle de Paris. Bonsoir Christophe. Bonsoir Christophe. Oui, bonsoir les voix, Cécile et Philippe, etc. Bonjour à tous. Bonsoir. Etc. C'est vous les gars. Monsieur Frigent, etc. Non, voilà. Tout le monde, on plaisante. On vous écoute. Je vais juste faire un parallèle. On vient de vivre une Coupe du Monde de rugby absolument extraordinaire jusqu'au quart de finale, on va dire. Oui. Mais en tout cas, sans incident. Sans incident majeur. J'ai eu un gamin qui, quelques années auparavant, a fait du rugby pendant 4 ans. J'ai comparé ce qui se passait sur des terrains de football juste à côté et ce qui se passe sur un terrain de rugby. Et je vois toujours la même chose. Sur un terrain de rugby, vous avez des enfants qui jouent, etc., et des supporters parents qui sont sérieux, qui sont corrects. Vous allez sur le terrain d'à côté, c'est un terrain de football, vous voyez des gamins qui se font engueuler par leurs parents, qui ne respectent aucune décision de l'arbitre, etc., etc. Donc, je pense qu'entre le football et le rugby, il y a un monde, il y a un fossé, immense. Pourtant, ce sont des gamins qui viennent du même endroit. Donc je ne comprends pas pourquoi. Je pense que le football, depuis très longtemps, draine tout ce qui est racaille, quelles que soient les origines, quelles que soient les religions. Je m'en fous, ils peuvent être de n'importe où, c'est pas le problème. On draine des racailles, au final, qui sont prêts à taper, qui sont prêts presque à tuer, et on voit le résultat que ça peut donner sur un entraîneur de football, que je ne connais pas. J'ai un profond respect pour lui, je ne sais pas qui il est, je ne sais pas pourquoi, mais c'est d'abord à la base un jeu. Voilà. Oui, pardon. Non, je disais restez avec nous parce que ça sonne beaucoup. 0826. Merci Christophe, restez là. 0826 300. Joanne est avec nous de Marseille. De Marseille. Notre vraie voix du jour. Oui, clairement, l'incident d'hier, c'est plus des supporters à ce niveau-là, c'est des voyous. Mais effectivement, je suis complètement en phase avec ce que disait Abdelkrim tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est le reflet d'une certaine violence de notre société, et ce que disait aussi Philippe Bilger. Et ce qui est triste, c'est que là, au lieu qu'il y ait un des acteurs
qui prennent les choses en main, qui disent maintenant on va poser les règles, on va s'arrêter là, tout le monde se renvoie la balle. Abdelkrim Branine, alors il y a un mot de Jackie Bordage sur notre compte Twitter qui est plutôt intéressant. Ne plus aller jouer à Marseille serait une bonne coalition des clubs de Ligue 1. Marseille est une ville dangereuse, le droit de retrait peut s'imposer. Est-ce que ça veut dire que les clubs de Ligue 1 peuvent refuser à un moment donné d'aller là-bas pour des raisons de sécurité? Surtout Abdelkrim, quand on voit le nombre de fois où le bus du PSG notamment a été caillassé à Marseille. C'est pas arrivé une seule fois, hein, mais plusieurs fois. Non, il est clair qu'il y a un problème, je crois que c'est mon co-auteur Daniel Riolo qui l'a dit aujourd'hui, au niveau entre le trajet entre l'hôtel et le stade. Il y a un côté risque de guet-apens quand même qu'on peut pas écarter comme ça, quoi. Il existe quand même des chemins différents pour arriver au stade. On peut baliser ça, on peut faire ça beaucoup mieux là. On fait prendre des risques quand même au bus on a fait prendre des risques au bus de l'Olympique Lyonnais. On l'a fait à plusieurs reprises concernant il y a un côté quand même au niveau de Marseille, pression, où on vous met la pression, on fait passer ce bus dans certains endroits et parfois ça donne lieu à des violences et il faut revoir ça. Il faut revoir ça. Les clubs de Ligue 1. Non, mais ça veut dire que vous êtes en train de nous dire qu'il faut qu'on change de trajet pour éviter de se faire caillasser. C'est lunaire en fait. C'est le monde à l'envers. En fait, ça devrait même pas exister. Il faut que le club prenne la responsabilité du trajet. Ouais. C'est tout. Oui. Ça revient à ça. Le club accueillant prend la responsabilité du trajet. Et par conséquent, il regarde. Le sujet fait le club qui fait beaucoup réagir. Philippe nous appelle du Val d'Oise. Bonsoir Philippe. Oui, bonsoir à tous. Oui, effectivement, c'est un sujet assez passionnant, mais je pense qu'il y a un détail qu'il ne faut pas oublier. Loïc Préjean disait tout à l'heure que c'est à l'Olympique de Marseille d'administrer, de manager les groupes de supporters. Et les déplacements. Et là est le problème, parce que, comme vous le savez, depuis le début de l'été, Monsieur McCourt, qui est le propriétaire de l'Olympique de Marseille, cherche à vendre Marseille. Il s'était rapproché d'un fonds d'investissement saoudien, et il faut pas se mentir. Aujourd'hui, ce qui pose problème à Marseille, c'est le milieu marseillais qui voit d'un très mauvais œil une vente probable de l'Olympique de Marseille. Donc je pense que derrière le caillassage hier, qui est pour moi quelque chose de politique, organisé, orchestré, parfaitement en tout cas orchestré, je pense qu'il y a un message derrière au probable investisseur. Pour dissuader un éventuel acquéreur, c'est ça, Philippe ? Mais oui, parce que regardez M. Zerwal, qu'on n'entend pas du tout. M. Zerwal, qui est... il semblerait que sur les interpellés d'hier... Rappelez-nous qui est M. Zerwal, parce que là, je vois pas qui c'est. Ah si, c'était je pense que la personne que vous avez invitée ce soir, qui a écrit le livre Abdelkrim avec Daniel Riolo, pourra mieux vous en parler que moi. Oui. Mais Zerwal est une personne qui a été salariée du club de l'Olympique de Marseille. C'est une personne qui est en charge de l'animation des groupes de supporters. Et très récemment, lorsqu'il y a eu cette crise au mois d'octobre avec le départ de M. Longoria, le protagoniste qui était en première ligne, c'était M. Zerwal. Ouais. Restez avec nous, on va lui poser la question à Abdelkrim Branine. Alors ça n'excuse pas ce qui a été fait, mais est-ce que ça peut être une possibilité de se dire que finalement c'est contre la vente de ce club ? Alors, je ne sais pas si c'est un message, mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est que, en effet, la personne a parlé de Monsieur Zerwal, qui est le leader des South Winners, donc le groupe le plus important de supporters à Marseille. Il a beaucoup de poids au niveau de l'institution à Marseille, de pression sur le président de Marseille, sur Longoria, sur toute l'institution marseillaise. Et là, on sait que à Marseille, il ne peut pas se passer quelque chose au niveau des supporters sans que ce monsieur Rachid Zerwal ne le sache pas. Maintenant, est-ce que c'est un message ? Franchement, seule une enquête le dira. Abdelkrim Branine, une question courte pour une réponse courte pour finir. On est en pleine négo des droits télé de la Ligue 1, sachant que Fabio Grosso a quand même été champion du monde avec l'Italie en 2006. Est-ce que ça risque pas d'être un gros coup dur pour les finances du foot français ? Bien sûr, c'était déjà très difficile puisque la somme recherchée par Monsieur Labrune, ça n'a pas abouti. On a perdu les plus grandes stars du championnat, certaines des plus grandes stars, Neymar, Messi et d'autres récemment. Là, avec cette agression, c'est assez terrible. Et franchement, il y a un gros point d'interrogation sur l'avenir financier du football français, en effet. Merci beaucoup. Abdelkrim Branine. Merci à vous d'avoir été avec nous, journaliste et écrivain, auteur du roman Le Petit Sultan et le Chaos Football Club, écrit avec Daniel Riolo.
Riolo. Vous restez avec nous dans un instant. Qui c'est qui l'a dit? Tous les coups sont permis. Hein. On peut tricher, on peut dire n'importe quoi. Philippe Bilger, rangez votre pavé. C'est-à-dire que vous allez voir des personnalités sortir de leur corps. C'est très étonnant. C'est dans un instant. C'est le qui c'est qui l'a dit, le quiz de l'actu. Tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue dans Les Vraies Voix, merci de votre fidélité. On est ravis de vous accueillir tous les jours de 17h à 19h avec Philippe Bilger aujourd'hui. Ça va mon Philippe? Mais de mieux en mieux, si j'ose dire. Madi Saïdi, conseillère en communication d'influence et auteur du livre Française venue d'ailleurs chez Stock. Ça va très bien. Et en parlant de stock, il y en a de moins en moins du stock. Ah bah oui. D'accord. Et notre ami Loïc Le Floch Préjean, industriel. Ça va Loïc? Bonsoir. Très bien. J'adore, on dirait bonsoir. On dirait que c'est le journal de 20h. Ou le nouveau Giscard. Bonsoir mesdames. Allez, bienvenue dans la messe du qui c'est qui l'a dit. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Et notre vraie voix du jour, Johan qui est avec nous de Marseille. Ça va Johan? Alors Johan, je vous rappelle les règles. C'est vous qui répondez en premier. Et si vous n'avez pas la bonne réponse, ce sont nos vraies voix qui s'y collent. On est d'accord? Ok. Allez, Paris. Qui c'est qui l'a dit? La France insoumise est la serpillière du Hamas. Marine Le Pen? Non. Pas loin. Mais Bardella? Non. Non, c'est l'autre. Marion? Non. Il est pas Zemmour? C'est Zemmour? Non. C'est ça. Chenu, bonne réponse de Philippe Bilger. Son premier réflexe, c'était dire non. Oui, alors que moi, je veille au grain. Mais non, j'ai répondu non à Madi. Il a dit non, c'est moi. Ah non, je crois, je le connais. Excusez-moi, est-ce qu'on peut demander la VAR? La VAR, oui. C'est un arbitre très équivoque. Qui c'est qui l'a dit au sujet de l'attaque du bus de l'OL? Pardon. Il faut apporter une réponse globale et sans concession dans laquelle les clubs, la LFP et les associations de supporters seront aussi responsabilisés. Johan. Facile. Monsieur Darmanin? Non. La ministre? Oui, comment elle s'appelle? Bonne réponse de Philippe Bilger. Elle n'a pas dit de bêtises, il faut être juste. Ouais. Philippe Bilger est au taquet. Vous avez remarqué, les amis? Le lundi, ça va. Il est dopé, là. Et puis Françoise de Bois n'est pas là. Ouais, c'est ça. Il est dopé, là. Elle crie moins fort que vous. Question qui c'est qui l'a dit? Écoutez bien, mon cher Johan. Autant on doit expulser les étrangers délinquants, autant on doit intégrer l'étranger qui travaille. Là, c'est M. Gérald Darmanin. Bonne réponse de Johan. Notre ministre de l'Intérieur. Qui c'est qui l'a dit sur le projet de loi immigration? Attends, on a des nouvelles de Loïc Le Floch Préjean et Madi Saïdi? Méfiez-vous de l'eau qui dort. Méfiez-vous de l'eau qui dort. Moi, je suis admiratif de nos gens brillants. Très bien, mais vous êtes comme moi à chaque fois que je perds. Qui c'est qui l'a dit donc sur le projet de loi immigration? Pardon. Ce texte vise d'abord à assimiler des étrangers à des délinquants. Je rejette tout lien entre immigration et délinquance. Je vous aide, c'était sur Sud Radio ce matin. Ouais. Si jamais on dit Macron, on perd. Non. Ah, c'est de. Ah, moi, je vois qui c'est. Johan? C'est celui qui a du gel sur les cheveux, là. Non? Je l'ai pas. Et les filles? Celui qui a du gel sur les cheveux, donc ça n'est pas Philippe David. Non, on va essayer. Thomas Porte, non, c'est pas. C'est Excusez-moi, il est propre. Il est propre. Donc ça doit être ça. Non, je vois pas un nom. Aurélien Taché. Mais oui, c'est lui qui se fait du gel et qui se fait une raie maintenant. Aurélien Taché. Mais oui, c'est Aurélien Taché, c'est à lui que je pensais. Eh bien, vous avez perdu. Oui, j'ai perdu, mince alors. Franchement, il est insupportable. On n'a pas le temps de réfléchir. Insupportable. Qui c'est qui l'a dit sur la crise des migrants? L'Europe ne protège pas assez, mais l'Europe ne peut protéger que si elle est unie. Ça, c'est moi, ça. Alors, c'est un politique sans en être tout en étant. C'est vicieux, ça. C'est vicieux. On se met à votre niveau, Philippe Bilger. Il est commissaire. Nicolas Sarkozy? Non, commissaire. Il est commissaire. Il est commissaire, mince. Commissaire, oui, d'accord. Mais il est comme Loïc Le Floch Préjean. Et il a un nom de famille, c'est une région. C'est une région. Ah mince, une région. Oh là là. On est nuls, là. Allez, c'est Thierry Breton, commissaire européen. Vous êtes breton, Loïc Le Floch Préjean. Pour une fois, je l'ai pas. Tous les Bretons sont pas bretons. Qui c'est qui l'a dit? Vous êtes cata ce soir. Le RN de Marine Le Pen n'a jamais proposé de solution aux problèmes des Français. Ce sont des incapables.
Aïe, 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 aïe. Ça, c'est du LFI, ça. Non, pas du tout. Non, c'est du LRM, ça. Non, pas du tout. Zemmour, peut-être. Non. Ah, Vous les aurez tous. Non, j'ai vu ça. C'est du LR, oui. Il reste plus C'est que LR, alors Ouais, ça reste plus que Marc. LR. Non. Retailleau. C'est de l'ancien LR. Enfin oui, mais il était revenu, mais après. Il était Bertrand. Bonne Ben, réponse de Philippe Bilger. En général, j'ai Retailleau, Bertrand ou Ciotti. Voilà. C'est pas compliqué. Allez, à vous, Faut Philippe. les avoir dans le bon ordre. Oui. Qui c'est qui l'a dit? Ce qui s'est passé lors de la présidentielle, c'est l'émergence d'un peuple islamo-gauchiste, un nouveau peuple derrière Jean-Luc Mélenchon. Zemmour. C'est Zemmour, ça. Oui, alors C'est bonne Zemmour. réponse, c'est Loïc Le Floch-Prigent qui l'a dit en premier. Oui. Théoriquement c'était à Johan, mais comme il est Fanny, on lui donne, Cécile. Oui, on lui donne. Ah Mais ouais, vous avez il triché, a des Loïc. avantages. Ah bah dis donc, oui, on Ouais, change la règle. Il y en a un qui bénéficie de... Ouais, c'est parce qu'il vient pas souvent, donc sinon il viendra plus. Discrimination positive. Discrimination Philippe, laisse-moi un positive. coup quand même. Moi, je suis pas fair-play Parce du tout. que mais il n'y a pas de raison. Tu es déjà plein de points. enfin, Loïc, bon. Loïc, je vais remettre cette phrase dans le contexte. Laisse-moi un coup. Bien sûr, on parle du jeu. Pour les gens qui débarquent là, c'est compliqué. Ah bah, c'est Allez, compliqué. qui c'est qui l'a dit? Ce sera la dernière sur l'immigration. Nous lancerons dès cette semaine une initiative d'ampleur pour rassembler la majorité des Français qui veulent Madame changer Borne. les choses. Qui a dit ça? Qui veulent quoi? Qui veulent changer les choses. Macron. Elle prendra Non. la forme d'une grande pétition nationale. Ah bah ça y est. Attendez, mais c'était pas à vous. Bah oui. Ah bah je croyais... Bon allez, comme on l'a donné à Loïc Le Floch-Prigent, on vous le donne aussi. S'il parle, j'ai l'impression que c'est à moi. Que c'est à vous, bah oui, évidemment. Et donc les scores, Philippe. Elle l'a Eh dit. ben, 4 points pour Philippe Bilger, là faut vraiment un contrôle antidopage. Oui, hein. 1 point pour Johan, 1 point pour Loïc et Mehdi a Ah été ben, on dit pas. contemplative. On Oui, va dire ça ah. comme ça. Allez, vous restez avec nous. Johan, vous êtes notre vraie voix du jour. Dans 10 minutes, le tour de table de l'actu des vraies voix. Avec vous, Philippe Bilger, on parle de quoi? Honneur aux vaincus. Avec vous, Loïc Le Floch-Prigent, on parle de quoi? De Madame Pannier-Runachier. Oui. Et avec vous, De Palmade, Mehdi. d'un article du Parisien consacré à Palmade. Allez, restez avec nous. 0826 300 300, vous voulez commenter l'actualité, vous êtes les bienvenus jusqu'à 19h. Et avec Philippe David, on est ensemble jusqu'à 19h. Après, on se sépare et on est très content de se séparer. Hein, Philippe David? Ah oui, même si après vous m'appelez en larmes dès que vous quittez les studios, je dévoile cet aspect. Non, j'appelle en larmes parce que j'ai plus des genoux, ça n'a rien à voir avec vous. En tout cas, dans quelques instants, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères qatari s'est dit optimiste à propos d'une future libération des otages détenus par le Hamas. Avec cette question, le Qatar est-il le meilleur atout pour la libération des otages? Pour l'instant, vous dites en majorité plutôt non, à 61%. Allez, tout de suite, le tour de table de l'actu des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, c'est le top clic. Absolument, pourquoi vous imitez ma voix pour dire des conneries, Philippe David? La mauvaise voix. On dirait du Philippe Bilger dans le qui c'est qui l'a dit. Bonsoir. Ah oui, mais moi j'ai des pauses parfois dans la mauvaise foi. Allez, tout de suite le top clic avec Félix Mathieu. Et François Ruffin publie une vidéo sur Facebook. Il y raconte s'être fait taper sur les doigts à cause d'une cafetière trop chère. Oui, chose assez rare, c'est le député LFI de la Somme lui-même qui rend l'affaire publique et qui se vante d'avoir reçu une lettre de reproche du déontologue de l'Assemblée nationale. En cause, cette cafetière achetée par l'équipe de François Ruffin à l'Assemblée, un modèle made in France, est donc trop cher selon le déontologue. J'ai commis une folie. Et cette folie, en plus, je l'ai commis avec votre argent, avec de l'argent public. Monsieur achète une machine à café Krups à 344 €. Et là, le déontologue dit 344 €, ça va pas, c'est déraisonnable. Ce qu'il estime raisonnable, c'est 250 € pour une machine à café. Donc il y a 94 € supplémentaires remboursés. Une machine à café fabriquée en France, en Mayenne, made in France, tu vois. On aurait acheté une daube fabriquée en Chine à 100 € qu'on aurait renouvelé tous les ans, ça aurait pas posé de problème déontologique. Cette obsolescence programmée des machines à café. En revanche, là, c'est pas bien. Tu as mis trop cher dans ta machine à café Krups fabriquée en Mayenne. Une vidéo de François Ruffin publiée avec ce commentaire ironique, je le cite. Quand le déontologue de l'Assemblée vous adresse un courrier, vous tremblez, voilà la dépense somptuaire qu'on me reproche. Attention, ça ne vaut pas les week-ends et dîners à 100 000 € de Laurent Wauquiez, en référence aux révélations de Mediapart sur les mondanités autour du président de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Est-ce que acheter Made in France, ça devrait pas être une obligation quand c'est avec de l'argent public? Mais hélas non, et je pense que M. Ruffin est en train de voir un des problèmes fondamentaux de l'industrie française, c'est-à-dire que l'ensemble de l'État ne prend jamais le peine de voir quel est le coût du produit français. Jamais, jamais, jamais. Philippe Bilger. J'ai rien à dire sur François Ruffin, dont j'aime bien la nature politique, mais
Est-ce que je peux faire une anecdote rapide? Allez-y. Très très rapide. Il est venu un jour à Sud Radio, François Ruffin, et il avait promis qu'il accepterait de faire un entretien avec moi. Ce qui montre que c'est un politique traditionnel, c'est qu'il n'a jamais tenu sa promesse. Ah bah ça c'est un peu fort de café. Voilà. Elle est très bonne. M'a dit Saïdi. Du coup, il est tout moulu. M'a dit Saïdi. Non mais si jamais il peut prendre conscience du problème de l'industrie française, moi ça me plaît. Hein. Il a commencé avant. On n'aura plus le temps du tout. Les vrais problèmes. Oui. Les vrais problèmes, pas les problèmes qu'on traite en général dans son parti. Monsieur l'industriel, écoutez, dans les tendances ce soir, on retrouve l'OM et l'OL, bien sûr. Oui, vous en parliez tout à l'heure dans les vraies voix. OM-OL et Marseille en tête des sujets les plus discutés sur Twitter après le caillassage du bus des Lyonnais hier, l'annulation du match. L'un des tweets les plus populaires, c'est celui du journal L'Équipe. Le dégoût et la honte en une du journal L'Équipe, avec la photo évidemment de l'entraîneur lyonnais visage en sang. Dans les top tendances, on trouve aussi Villers-Cotterêts évidemment pour l'inauguration de la Cité de la Langue. Et moi, je vais pousser un coup de gueule sur quelque chose qui ne buzz pas, mais comme ça aura lieu ce soir et que ça va buzzer, je vais faire mon coup de gueule par anticipation. Ce soir, le Ballon d'Or, on revient sur le football, va être élu au Théâtre du Châtelet et le grand favori est Lionel Messi qui pourrait remporter son 8e Ballon d'Or en record. Il mettrait Cristiano Ronaldo avec 3 Ballons d'Or derrière. Alors pourquoi je serais furieux si Messi est élu? Parce qu'il a été inexistant pendant toute la saison dernière avec son club le PSG. PSG éliminé en 8e de finale de Ligue des Champions, en 8e de finale de Coupe de France et champion de seulement 1 point devant Lens. Alors je rappelle juste le budget de Lens, 62 millions d'euros l'an passé, le budget du PSG, 700 millions d'euros. Alors vous me direz qu'il a gagné la Coupe du Monde, oui très bien, enfin non plutôt très mal, on aurait préféré que ce furent les Bleus, et en marquant 7 buts, oui 7 buts dont 4 pénaltys. Alors je préviens que si Lionel Messi est Ballon d'Or, demain j'ai déjà mon coup de gueule tout prêt, surtout avec Françoise Degois qui a des portraits de Messi partout chez elle d'après ce qu'on m'a raconté, mais je vous donne quand même mon pronostic, 1 Messi, 2 Haaland, 3 Mbappé. Oula. Vous êtes d'accord Philippe Bilger? Peut-être 2 Mbappé, non, et 3 Haaland. Comme il a gagné la Ligue des Champions. Votre coup de gueule est totalement légitime, il y en a marre de Messi. Et en plus, il n'a pas été réglo quand il a quitté Paris, visiblement. Oui, on dit qu'il a vécu l'enfer avec Neymar. C'était scandaleux. Par rapport Zola dans Germinal, c'était vraiment le Club Med. Hein, là, par rapport à ce qu'ont vécu Messi et Neymar. On sent une petite aigreur hein, quand même. Loïc, c'est une forme de dépit amoureux. Hein. Non, je pense qu'il faut arrêter avec Messi, quoi. Ça suffit. Oui, ça suffit. Parce que là, un 8e Ballon d'Or, ce serait dingue. Il n'a rien foutu en club de toute la saison. Mais ça n'a pas de sens. Pas de sens. Enfin bon. La famille de Messi vous embrasse et vous remercie pour ce soutien inconditionnel. Allez. Sa femme et ses enfants. Vous savez ce que vient de dire la famille de Messi sur notre compte Twitter? Non. J'en ai marre. Ok. Chers amis, dans un instant, le tour de table de l'actu avec nos vraies voix. Philippe, on parle de quoi? Vive les All Blacks. Avec vous, ça va être polémique. Un peu d'énergie. Un peu d'énergie avec vous. Pierre Palmade. Et voilà. Et vous, 0826 300 300, vous commentez comme vous voulez et quand vous voulez. On est ravis de vous accueillir jusqu'à 19h. C'est les vraies voix, c'est Sud Radio. Et parlons vrai. Chers amis, on est ravis de vous accueillir. Il se passe pas mal de choses dans ce studio et on en profite pour saluer ceux qui sont venus nous voir. Ah oui, Philippe. Ah oui. Qui viennent de votre ville natale. Absolument, des Chartrains. J'embrasse tous les Chartrains de France et de Navarre. On les embrasse, c'est Marc, Estelle et Louis qui veut faire journaliste. Voilà. Et puis on a quelqu'un qu'on a bien connu sur Sud Radio, Jim Gollard, du Stade français et de la Ligue d'Île-de-France de rugby, et qui lui est encore capable de porter le survêtement de la Coupe du Monde 2023. Moi là je revois Monsieur O'Keefe. C'est dur, c'est très dur. Ne pleurez pas, Philippe, c'est pas grave. En tout cas, bienvenue à Philippe. Il y a Loïc Le Floch-Prigent qui sort sa boîte de Kleenex là. Oui, c'est ça. C'est Loïc est avec nous. C'est le cauchemar. Saïdi est avec nous et Philippe Bilger, bien sûr, et vous au 0826 300 300. Tout de suite, le tour de table de l'actu des vraies voix. Oh, dites, je vais envoyer les actualités. Vous venez les voir dans la cabine? Je vais vous raconter une histoire pas banale. Et vous me racontez pas votre petite journée? On a assez perdu de temps comme ça. Le tour de table de l'actualité. Et Philippe Bilger, vous voulez revenir sur la finale de la Coupe du Monde de rugby? Allez-y, remets le couteau à la plaie, c'est parti. Allez.
Il y a une pièce dans la machine. Voilà. Je ne discute pas. L'Afrique du Sud, exaspérante. À chaque fois, elle gagnait ses matchs d'un point. Elle est championne du monde. C'est indiscutable. Même si je n'aime pas son jeu, je suis obligé de reconnaître qu'elle peut emporter des suffrages. Mais j'ai trouvé lors de la finale les All Blacks absolument formidables. Ils jouent à 14 une grande partie du match avec une décision qui leur a été défavorable pour leur capitaine alors qu'elle a été indulgente pour quelqu'un d'autre. Mais surtout, je voudrais faire plaisir à Philippe. Quand j'ai terminé de regarder le match, vraiment j'étais à fond pour les All Blacks. Je me suis dit, mais mon Dieu, la France contre l'Afrique du Sud aurait eu un arbitre qui n'aurait pas été Philippe O'Keefe ou comment il s'appelle ? Ben O'Keefe, elle aurait gagné. Elle aurait eu sa place en finale. Et donc, je voulais vous faire plaisir, mon cher Philippe. Vos indignations pouvaient lasser à force d'être successives, mais là, vous aviez raison. Merci pour cette brillante hommage. Loïc Le Floch-Prigent, vous êtes d'accord avec ça ? Oui, complètement. Complètement. Je suis d'accord avec Philippe. Pour une fois, je suis d'accord avec toi. Continuez, mon cher Loïc. Continuez. Pourvu que ça dure. Je prends une photo, c'est historique. Pourvu que ça dure. On est assez souvent d'accord, d'ailleurs. Ah, mais moi, je suis solidaire à 1000%. Je suis solidaire à 1000%. Je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit. Et du coup, je vais être en dépression. J'avais un peu somnolé, j'avais oublié cette défaite. Et là, comme on n'arrête pas d'en parler, vous allez m'envoyer en thérapie de groupe avec les deux. Là, avec mais du moment que Cécile est là, on sera thérapié. Ah bah alors ça va être psy, alors elle va nous écouter. Absolument, absolument. Madi, un article du Parisien qui révèle les propos tenus par Pierre Palmade devant le juge d'instruction. Absolument. Alors c'est mon coup de gueule du jour. Et ça en dit long sur l'inversion des valeurs dans la société dans laquelle on vit. Alors l'article est intitulé « Les douloureux aveux de Pierre Palmade. À moins que ce soit pas le même. Non, c'est bien Pierre Palmade. Et dans cet article, ce qui m'agace, c'est qu'on le ferait presque passer pour une victime. Oh, le pauvre, il est drogué, c'est pas de sa faute. Il n'y a pas un mot pour les victimes. Pas un mot pour les victimes. Je trouve qu'il y a une espèce de complaisance autour de ce monsieur qui a été évidemment un très bon comédien, un acteur et tout ça. Sauf que là, il y a quand même une famille dont il a détruit la vie. Il y a un bébé qui est mort, il n'y a pas un mot pour eux. Et évidemment, c'est « Oh, ben le pauvre comédien, oh, ben c'est terrible, il est drogué. » Et il commence à se rendre compte du mal qu'il a fait. Mais oui, il a fait du mal. Mais il faudrait peut-être penser aux victimes. Et je trouve que c'est très symptomatique de la société dans laquelle on vit aujourd'hui. Il y a une vraie inversion des valeurs. Les victimes ne sont plus des victimes, les bourreaux deviennent des victimes aux yeux soit de la vendetta publique, soit des médias. Pour une fois, Madi, je ne suis pas totalement d'accord avec vous. J'ai lu l'entretien, bien sûr, dans le Parisien, et à sa manière, il fait œuvre de contrition. Il indique même qu'il envisage peut-être d'arrêter le rôle d'humoriste. Alors, j'ai pas trouvé que ce soit indécent, cet entretien. C'est pas tant lui dans ce qu'il dit parce qu'on a l'impression qu'il s'excuse et encore faut-il que ça soit sincère, mais je veux accepter que ce soit sincère. C'est plus les journalistes, comment ils transcrivent cet article et comment ils en parlent sans jamais parler des victimes. Ouais. Loïc Le Floch-Prigent. Pas de commentaire, je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit. Vous êtes d'accord avec ça ? Mais vous trouvez pas choquant quand même que parfois, quand il y a eu ce type de faits divers dramatiques, on prenne la parole, fussent-ils connus ou pas, de ceux qui en ont été les auteurs ? On peut imaginer à la place des familles des victimes que ça peut quand même poser question, non ? Moi, je crois que les journalistes ne font pas leur boulot, là. C'est ce que vient de dire Maya, je suis d'accord. Le journaliste doit poser des questions. Et je vais revenir là-dessus dans ce que je vais dire sur l'énergie. Il faut que chacun fasse son boulot, y compris les journalistes. Vous voyez, il m'a dit, revenons là-dessus, par exemple, il a une phrase très forte, pour une fois, sur la mort du bébé. Il dit, peu importe juridiquement, j'en suis responsable. Donc, j'ai connu Pierre Palmade plus inconscient que dans cet entretien. Mais est-ce
Est-ce que vous pensez que cette histoire peut servir, parce que c'est ça aussi, quand ça arrive, il faut que ça serve, Philippe Bilger. Est-ce que ça peut servir à quelqu'un? Est-ce qu'à un moment donné... J'espère, Cécile, mais je n'en suis pas persuadé. Peut-être d'une certaine manière, on voit le parcours qu'il faut à un drogué comme lui pour s'en sortir. Si ça pouvait faire prendre conscience aux drogués qui pensent que c'est un plaisir qu'on ne paiera pas après par une rançon terrible, ça sera Oui, mais qu'est-ce qu'il a perdu, lui, aujourd'hui? Il a perdu beaucoup plus que l'estime publique. Il attend le procès avec beaucoup d'angoisse, et il a raison. D'une certaine manière, sa vie, sa réputation sont brisées, mais il a fait le mal. Il a aussi brisé la vie des gens. Bien sûr. Et ce qui m'avait choqué également, c'est que quelques jours après, il était quand même en discothèque. Donc, il le dit aussi. C'est tout ça, en fait, qui fait que je trouve indécent, parfois, comment on présente dans la presse des drames. Et des situations qu'on met en lumière, c'est ça que vous voulez dire. Oui, c'est ça. Un vrai drame familial. Vous voulez réagir, Loïc? Oui, moi je vais repartir sur ce que je voulais en prenant comme exemple ce sujet. C'est-à-dire que... Ah non, mais votre tour de table, ça va être un peu après, c'est pas tout de suite. On doit faire une petite pub. Moi, je pense qu'il faut que les journalistes prennent des responsabilités en la matière, et que là, ils ne le prennent pas. Ils font le buzz. Ok, mais il y a des relances possibles. Moi, je ne vois pas aujourd'hui la relance sur un grand nombre de sujets. Je ne vois pas cette relance évidente. C'est-à-dire que, oui, mais alors vous dites ça, mais quand même. C'est-à-dire que, je ne vois pas ça, et je pense qu'ils font pas leur boulot. Alors, est-ce que c'est le mot complaisance qu'elle évoquait tout à l'heure, le mot complaisance, peut-être, d'aller dans le sens de. Oui, on va dans le sens. On fait un truc, on fait le buzz, et on est content du buzz qu'on fait. Terminé, on a fait la révélation. Non, il faut que le journaliste dise, vous vous rendez compte quand même, il y a des victimes. C'est à un journaliste de dire, mais vous vous rendez compte qu'il y a des victimes. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est à lui, c'est à eux de faire. Je pense que chacun son job. Si jamais je faisais le travail d'industriel comme ils font, eh bien, je ferais faillite. Voilà. 0826 300 300, on fait une petite pause. On revient dans quelques instants avec la suite du tour de table de l'actu des vraies voix. Vous pouvez bien entendu commenter sur notre compte Twitter. On est un petit peu partout. On est sur TikTok, on est sur Instagram, on est sur YouTube. Vous pouvez vous abonner à la chaîne. On est aussi sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram, etc. Logique qu'on soit sur TikTok, parce qu'il y en a certains qui sont quand même un peu toc-toc dans ces vidéos, non? Alors Philippe, je veux bien que vous soyez très moderne, mais c'est TikTok. Mais j'ai dit TikTok? Non, vous avez dit TikTok. Ah bon, pardon. Elle a des problèmes auditifs. Non, pas du tout. C'est vous qui avez des problèmes de langage. Allez, vous restez avec nous. On fait une petite pause. On revient dans quelques instants. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h. Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue dans Les Vraies Voix, on est ensemble jusqu'à 19h. Vous savez que vous pouvez re-regarder cette émission ou la réécouter, bien sûr, en podcast. Elle est aussi disponible sur notre compte Twitter, puisque Aurore, notre géniale incroyable. Elle découpe, elle remonte, elle explique, elle donne des trucs. Les femmes sont à l'honneur sur Sud Radio. Absolument, elles sont talentueuses surtout. Merci pour nous. Ça veut dire qu'on est à l'honneur, mais qu'on est... Je ne sais pas si vous permet d'affirmer que vous êtes un homme, Philippe Bilger. Merci pour nous. Non, mais comment ça? Par cette question. Non, mais comment ça, Philippe? Tu mégenres Philippe Bilger? Mais il est peut-être non-binaire, vous n'en savez rien. Je mégenre, c'est joli ce mot, je mégenre. Oui. En tout cas, vous pouvez réécouter cette émission plusieurs fois, mais je sais qu'elle vous plaît vraiment. Il y a quelques instants, nous revenions avec Philippe Bilger sur finalement ce coup de cœur pour les All Blacks lors de la finale de la Coupe du Monde de rugby. Madi Saedir, vous reveniez sur cet article du Parisien, intéressant sur Pierre Palmade, peut-être considéré un peu trop comme une victime. Et vous, Loïc Le Floch-Prigent, forcément, l'Europe a signé vendredi dernier un accord pour maintenir le prix bas sur l'électricité. Et il y a quelque chose qui vous gêne. J'ai été surpris de voir que l'ensemble des journalistes français, y compris économiques, un, n'a pas bien expliqué ce qui s'était passé, et deux, surtout, a dit grande victoire. Or, le problème que nous avons actuellement, c'est que nous avons un coût très bas d'électricité, un coût, c'est-à-dire avec nos installations de production, et nous n'avons pas un prix correspondant à ce coût bas. C'est ça notre problème. C'est un problème que j'expose depuis 1 an et demi à tout le monde. Et attention, nous produisons à bas coût, et nous avons un prix qui est plus haut que les autres. À bas coût, pas la ville. Oui, c'est cher. Non, mais c'est important. Nous avons un coût bas, et nous avons un prix plus haut que les autres. Alors c'est quand même important. Bon. Et donc le sujet, pour nos industriels,
en particulier, je suis industriel, donc je suis intéressé, c'est que je paye aujourd'hui 3-4 fois plus que mes concurrents, alors que mon électricité, l'électricité que je produis en France, est la plus basse d'Europe. C'est ceci dans lequel je souffre. Et on me dit, vous inquiétez pas, on a progressé parce qu'on a convaincu les Allemands qu'on pouvait faire du nucléaire. Je vois pas en quoi le fait d'avoir convaincu les Allemands qu'on faisait du nucléaire et est un progrès. On fait du nucléaire. On a le traité, le seul traité énergétique que nous ayons avec les Allemands, c'est le traité Euratom, qui dit que l'ensemble des pays signataires doit faire le maximum pour l'atome. Le traité est toujours en vigueur. Il suffit de dire ce traité est en vigueur. Si jamais nous avons envie de quitter le marché de l'électricité, nous pouvons le faire à tout moment. Donc tout ce qu'on raconte dans la presse, c'est fake news. Pourquoi, à ce moment-là, ne disons-nous pas aujourd'hui, que les journalistes ne disent pas, bon, certes, on a gagné une manche, c'est ce que Mme Agnès Pannier-Runacher dit, et soyons clairs, c'est vraisemblablement dans le débat, mais le problème, c'est pas celui-là. Le problème, c'est est-ce que notre industrie a des prix satisfaisants par rapport à la concurrence. Et ce n'est pas le cas. Alors, est-ce qu'on nous dit, dans un mois, ça va être le cas? Non, on ne dit pas ça. On dit, ça va être peut-être le cas, mais on va peut-être avoir le même prix, mais enfin, en tous les cas, peut-être fin 2025. Oui. Peut-être fin 2025. Mais nous, industriels, nous payons aujourd'hui 3 fois le prix. Donc, nous avons des gens qui sont en non compétitifs et nous avons des dépôts de bilan correspondant au prix que nous payons l'électricité lorsque nous sommes énergivores. Et alors, les commentaires, c'est, il faudra bien quand même y passer au fait que pas dépenser trop d'énergie. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est ça la grande victoire, c'est dire vous allez payer encore plus cher l'énergie pendant 1 an et demi ou 2 ans, puis peut-être à la fin vous paierez le même prix. C'est absurde d'avoir la monde journalistique qui est incapable de regarder la réalité que chacun peut voir. C'est-à-dire qu'il suffit d'aller voir une industrie, n'importe laquelle, et dire combien vous payez l'électricité, est-ce que ça correspond au prix de vos concurrents, et elle vous dira non. Il y a quand même 3 millions de chefs d'entreprise en France qui sont capables de dire la même chose que moi aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui s'engraisse aujourd'hui? Entre les fournisseurs, c'est-à-dire les spéculateurs, entre les banquiers qui fournissent ce qui est donné aux spéculateurs, et puis l'État qui, lui, de temps en temps, pique l'argent correspondant. Mais on sait alors, maintenant, la question, c'est qui gagne cet argent entre ce que le prix que je produis, c'est-à-dire en France, c'est-à-dire 50 € le mégawattheure, et les 150, 200, 300, 350 euros le mégawattheure. Qui gagne cet argent? C'est à l'État de nous dire qui gagne l'argent. C'est lui qui dit il faut que ces gens-là gagnent de l'argent. Quels sont les gens qui gagnent de l'argent? C'est à lui de me dire. Moi, je suis pas flic. C'est pas moi qui vais aller regarder dans la poche des gens ce qui s'est passé. Donc je ne comprends pas pourquoi l'ensemble du monde journalistique ne dit pas vous avez peut-être eu une victoire à la Pyrrhus, parce que pour l'instant l'industrie de ce pays crève parce que nous ne sommes plus compétitifs dans l'énergie, alors que nous avons le prix de l'électricité le plus bas. Le coût de l'électricité le plus bas. Philippe Bilger. Au risque, Loïc, de vous rendre un peu plus long, j'avais l'impression que tout ce que vous avez dit, notamment dans Les Vraies Voix depuis 1 an, avait produit un petit effet. J'avais le sentiment, mais encore une fois, sous votre connaissance, que ça bougeait un petit peu au niveau de l'Europe, peut-être pas totalement dans le sens que vous souhaitiez, mais que ça allait... c'est ça les journalistes qui vous l'ont dit, parce que c'est grande victoire française vis-à-vis des Allemands. Moi, je vois pas la victoire française. Si jamais je continue à produire à 50 € le mégawattheure, et si jamais je continue, moi, industriel, à racheter entre 150 et 350 € le mégawattheure, je ne vois pas où est la victoire. Et je pense que les journalistes doivent le savoir, aussi bien dans les journaux économiques que dans les journaux pas économiques. C'est clair. Il suffit d'aller voir le boulanger, le boucher, l'artisan, n'importe qui, pour savoir que ce que je dis est vrai.
C'est facile, il suffit comme dirait le président de la République, il suffit de traverser la rue. Mais qu'est-ce qui nous empêche d'avoir une vraie victoire? Une vraie victoire, ça veut dire sortir du marché européen de l'électricité. Ouais. Comme les Portugais, rien ne nous empêche. Et pourquoi on ne le fait pas alors? Parce que il y a des gens qui disent non, on sort pas. Le marché est complètement idiot, mais on y reste. Vous avez les noms? Quoi? Vous avez les noms des gens l'ensemble de l'équipe économique actuelle. Le gouvernement veut pas au nom du couple franco-allemand déjà. Mais pourquoi? Puisqu'ils ont gagné, puisque l'Allemagne, ils ont gagné contre l'Allemagne. Gagner contre l'Allemagne, c'est quoi? Est-ce que c'est continuer à matraquer l'industrie française ou est-ce que c'est effectivement nous mettre dans la compétition? C'est ça le problème. Mais quand l'État gagne de l'argent, il redistribue ou pas non, c'est bon pour les caisses parce qu'ils sont tellement endettés. Je vous signale. Dans l'article, Loïc Le Floch-Préjean, il disait qu'ils allaient redistribuer aux consommateurs. Bien sûr, de la même façon qu'ils redistribuent lorsqu'ils gagnent beaucoup d'argent, lorsque le pétrole monte, ils redistribuent l'argent. Vous avez remarqué, ils donnent des chèques de 100 balles de temps en temps à chacun. Donc c'est ça la redistribution. Ça sert à quoi maintenant? Le chèque de 100 balles sera dur, on fera des chèques de 10 balles. Donc il faut s'avenir que lorsque vous payez 2 € à la pompe, il y a 1,20 € pour l'État. Bon, et que lorsque vous dites mais je vais faire de la voiture électrique, il faudra bien que d'une certaine façon l'État reprenne son petit bout aussi comme taxe. Je pense qu'on n'est pas honnête. Je trouve qu'on n'est pas honnête sur cette affaire et que les journalistes français ne sont pas honnêtes en ne disant pas voilà ce qui se passe dans l'industrie française. Et heureusement que vous êtes là. En tout cas, ce serait traverser la rue en courant. Oui. Ah, en courant, pas mal. Mais est-ce que de la part des journalistes... Merci d'avoir compris, Cécile. Courant. Mais vous savez, Cécile, quand vous avez fait votre jeu de mots sur Bakou, Zéry. Zéry beaucoup. Vous savez, j'espère ce soir être capable vraiment de dire que l'industrie française, dans son ensemble, est en péril si jamais on ne prend pas en compte la réalité. La réalité, c'est ça. Merci Loïc Le Floch-Préjean. Je suis au bout du rouleau, pas à cause de vous, à cause de Philippe David. Vous restez avec nous dans un instant. On va revenir sur le porte-parole qatari qui a affirmé être confiant à propos de la future libération des otages détenus à Gaza. Avec cette question, le Qatar est-il le meilleur atout pour la libération des otages? Pour l'instant, vous dites non à plus de 60%. Emmanuel Razavi est avec nous, grand reporter et auteur de nombreuses enquêtes sur le régime iranien et l'organisation des frères musulmans. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Emmanuel Razavi, vous nous entendez? Est-ce qu'il est là? Il n'est pas là? Il est peut-être en pause. Oui, il nous entend. Emmanuel, petite question avant de cette petite pause. Peut-on faire confiance au Qatar qui est finalement l'ami de tout le monde? Bien, vous avez posé la question qu'il faut poser, Cécile. On en parle dans quelques instants. 0826 300 300, vous les commentez. Vous êtes les bienvenus. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. C'est un plaisir chaque jour d'être avec vous. 0826 300 300, c'est votre émission. C'est à vous, bien sûr, de commenter cette actualité avec nous. Et pour vous accompagner, Philippe Bilger est avec nous, président de l'Institut de la Parole, Madi Saïdi, conseillère en communication, et Loïc Le Floch-Préjean, industriel. Et on vous attend, bien sûr, c'est Aude qui vous attend, qui nous fait un grand sourire. Tout de suite, le coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Et le Qatar se dit optimiste quant à la libération des otages du Hamas. Le porte-parole du ministère qatari des Affaires étrangères l'a dit hier chez nos confrères de BFM. Il défend le rôle de médiation de son pays qui abrite la plupart du temps des dirigeants du Hamas, Philippe. Oui, et c'est la question qui se pose. Le Qatar joue-t-il un double jeu entre Israël et les pays occidentaux? Peut-on se fier à un pays qui héberge le Hamas, qui est, rappelons-le, une organisation terroriste? Le Qatar est-il le seul intervenant incontournable dans le Golfe Persique, ou faut-il voir un peu plus loin à l'est, du côté de l'Iran? Vous voulez poser des questions, vous voulez témoigner? D'appelez-nous au 0826 300 300, et pour vous, vous êtes seulement 38% à penser que le Qatar est le meilleur atout pour la libération des otages. Avec notre invité pour en parler, Emmanuel Razavi, qui est avec nous, grand reporter, auteur de nombreuses enquêtes sur le régime iranien et l'organisation des frères musulmans. Il collabore notamment avec Paris Match et Franc-Tireur, et son dernier livre, Les coalitions de l'ombre, aux éditions 6e. Bonsoir, merci d'être avec nous, Emmanuel Razavi. On fait un petit tour de table avant de revenir vers vous. Philippe Bilger, finalement, cette déclaration des Qataris, peut-être que c'est eux qui vont pouvoir remettre les choses dans le bon ordre.
Absolument. Enfin, le fait que je n'ai jamais été un fanatique du PSG, du Qatar, ne me donne pas forcément raison sur le sujet de fond que, à juste titre, Sud Radio évoque. Mais ce qui me frappe, et là Emmanuel donnera ses lumières là-dessus, c'est que vous avez évoqué dans votre présentation, Philippe, le double jeu du Qatar, mais c'est un étrange double jeu parce qu'il paraît officiel. En quelque sorte, tout le monde est au courant du double rôle du Qatar, à la fois, mon Dieu, complice d'une forme de terrorisme et d'autre part, auxiliaire, parfois efficace pour des actions bienfaisantes. Ce qui me frappe, et c'est la question que je pose, comment se fait-il qu'on soit si indulgent, Emmanuel, avec un État qui, délibérément et de manière ostentatoire, joue un double jeu? Est-ce que la part d'ombre n'est pas suffisante pour qu'on oublie les bénéfices d'une collaboration délétère avec le Qatar? On répondra à la question dans quelques instants. Madi Saïdi, peut-être Oui, la position du Qatar, elle est bancale. Elle est bancale parce que d'un côté, alors, on négocie avec eux, on parle avec eux, et certainement à juste titre. Et de l'autre côté, ils reçoivent sur leur territoire, et plutôt bien, des dirigeants du Hamas. Mais je crois qu'on est aussi dans une position difficile, dans le sens où dans cette zone géographique, peut-être que le Qatar est le seul interlocuteur à peu près respectable avec lequel on pourrait négocier. Loïc Le Floch-Prigent, qui connaît bien le golfe Persique. Moi, j'ai passé beaucoup de temps dans tous ces pays, y compris au Qatar, et je ne me fie pas aux Qataris, pas plus d'ailleurs que la plupart des pays du Golfe ne se fient pas aux Qataris. Donc je souhaite bien du plaisir aux gens qui considèrent que le double jeu officiel, officieux, et qui conduit quand même beaucoup de financement au cours du temps à être parti tous les mois au Hamas, à partir du Qatar, beaucoup de financements qui sont allés également dans les pays africains, et pas pour jouer au loto, pas du tout. Ou construire des écoles. Je pense que on fait une mauvaise analyse de ce qu'est aujourd'hui le Qatar, et on fait une mauvaise analyse du Golfe Persique. Et le seul pays sur lequel on n'a jamais pu compter, vraiment, le seul pays sur lequel on peut compter, c'est le sultanat d'Oman. Alors, le sultan Qaboos, à l'époque, était un personnage de haute tenue, qui était le seul avec qui on pouvait discuter, et qui était un peu ce personnage suisse, si vous voulez, chez qui on peut aller. Bon, il est mort il y a quelques années, il a été remplacé par un de ses cousins. Je continue à penser que le seul pays sérieux dans le Golfe Persique avec qui on peut vraiment discuter, c'est le sultanat d'Oman, et c'est pas le Qatar. Emmanuel, voilà, c'est toujours ce que j'ai fait, et c'est ce que j'ai fait lorsque, à une certaine période, le président de la République, Mitterrand, m'a demandé ce que je pouvais faire dans des périodes troubles, et j'étais allé voir de sa part le sultan Qaboos, et je m'en étais relativement bien conduit. Et d'ailleurs, ça a conduit le président Mitterrand à faire un voyage d'État ensuite au sultanat d'Oman. Emmanuel Razavi, on nage un peu en eau trouble avec les Qataris, mais avons-nous le choix? Vous posez bien la question, en fait, Cécile, une fois de plus. En fait, Doha, qui est la capitale du Qatar, en fait, c'est un lieu où se côtoient toutes les diplomaties, les espions, les représentants des groupes islamistes, y compris terroristes, comme le Hamas, depuis des années. Je vous rappelle, en fait, que le Qatar avait déjà été médiateur entre les Américains et les talibans. Il y a quelques années, talibans, que le Qatar hébergeait, d'accord, à l'occasion, en fait, de la négociation de la libération d'un sergent des Marines qui avait été enlevé, donc, par les dits talibans en 2009. Le Qatar a, en fait, toujours joué sur tous les tableaux parce qu'il a une stratégie, c'est ce qu'il faut comprendre, qui consiste à se positionner comme un hub diplomatique. Un endroit, en fait, où tout le monde peut parler avec tout le monde, y compris les Occidentaux, avec les islamistes. C'est ce qui explique que Ismaël Haniyeh, en fait, le chef de la branche politique du Hamas, qui a lancé au passage un appel au djihad depuis Doha il y a 15 jours, donc vit là-bas, et dans le même temps, en fait, le Qatar abrite sur son sol une base américaine qui est quand même très importante.
Donc on voit bien effectivement, il y a une ambiguïté, il y a un double jeu en fait diplomatique qui lui permet en fait de jouer un rôle important dans les tractations pour la libération des otages aux mains du Hamas. Mais je rejoins ce que vient de dire en fait Loïc Le Floch-Prigent, qui a une très bonne analyse. Encore une fois, moi je connais bien le Qatar, j'y ai vécu 3 ans en tant que journaliste. Aujourd'hui, s'il y a une puissance diplomatique en fait dans le Golfe, ça reste Oman. C'était historiquement d'ailleurs, c'est Oman. Et donc, on a le sentiment quand même que les Occidentaux sont un peu les complices d'un jeu de dupes qui dure depuis des années en fait avec les Qataris, qui ont financé quand même, on le sait, par le passé. Je dis par le passé d'ailleurs entre guillemets parce qu'on n'est pas sûr que ce soit pas encore le cas aujourd'hui, mais qui ont financé quand même des groupes terroristes. Le Qatar, qui est quand même un financier de l'organisation en fait des frères musulmans, dont découle en fait le Hamas. Le Hamas, c'est la branche palestinienne des frères musulmans. Voilà, mais on est dans un moment en fait où visiblement on considère de façon très officielle qu'on a besoin d'eux. Maintenant, je suis pas sûr que le jeu se déroule à 100% à Doha. Je pense que le jeu, une des clés de la libération des otages se trouve probablement, on y reviendra sans doute d'ici quelques minutes, mais se trouve aussi probablement à Téhéran. Faut pas oublier quand même que les Iraniens, voilà, on le sait, sont derrière quand même aussi l'attaque meurtrière, terroriste qui a frappé le 7 octobre. Philippe Bilger veut réagir. Et Emmanuel, pour vous questionner un petit peu sur votre réponse, j'ai bien compris la manière dont le Qatar accueille chez lui tous les clientélismes, tous les mouvements, même les plus contradictoires, pour jouer un rôle important. Mais est-ce que vous diriez que derrière tout cela, il y a une véritable adhésion du Qatar, par exemple, aux forces les plus malfaisantes qui l'accueillent? Ou est-ce que c'est un État qui fait feu de tout bois et qui, au fond, tire des bénéfices du diable comme du bon Dieu? Vous avez raison de poser cette question. Comme je disais tout à l'heure, j'ai vécu 3 années là-bas en tant que journaliste, donc j'ai eu le temps de rencontrer quand même beaucoup de hauts responsables qataris. Ma conviction, c'est que le Qatar joue un double jeu parce qu'il adhère de toute façon en partie. Il y a une partie de la population qatari, notamment des dirigeants, qui adhèrent de façon extrêmement claire, si vous voulez, à l'islamisme. Je parle pas d'islam, je parle bien d'islamisme, en fait, prôné par l'organisation des frères musulmans. Ça, c'est une réalité. Là-dessus, ils considèrent quand même que les frères musulmans sont présents dans de nombreux pays, notamment au Proche, au Moyen-Orient, pour partie aussi dans certains pays d'Asie centrale, et que donc, ça leur confère, si vous voulez, une certaine force en matière de relais diplomatique. Donc, ça les pousse à faire, pour reprendre votre expression, Philippe, feu de tout bois. C'est une vraie force, parce que le Qatar ne fait jamais rien gratuitement. Le Qatar, il y a toujours des négociations cachées derrière avec le Qatar. Donc, il y trouve son intérêt. Il ne le ferait pas, en fait, encore une fois, autrement. Mais, pardonnez-moi, enfin, encore une fois, l'Occident est complice de ça. C'est un jeu de dupes dont on est volontairement complice. Oui, mais Emmanuel Razavi, pardon, c'est quoi la monnaie d'échange? Par exemple, avec la France ou avec Israël, ce serait quoi la monnaie d'échange? Oh, écoutez, le Qatar aujourd'hui est un pays qui bénéficie quand même de certaines facilités, en fait, fiscales en France. En fait, en France, ça c'est une première chose, mais pas que. En fait, le Qatar, c'est un pays aussi auquel on vend en fait notre savoir-faire. Donc c'est un pays en fait qui nous achète de la technologie. C'est un pays qui investit moins que dans d'autres pays évidemment d'Europe notamment, mais qui investit en fait aussi en France. Et puis c'est devenu, je pense, chez un certain nombre de nos politiques, the place to be en matière de diplomatie. En fait, le Qatar a damé un peu le pion en fait à Oman. C'est là que je rejoignais tout à l'heure, je le disais, Loïc Le Floch-Prigent, c'est que la logique eût voulu que ce soit plutôt par Oman que ça se passe. En tout cas, à mon sens, parce que historiquement, ça a toujours été le cas. Maintenant, il y a une chose aussi qui est importante, c'est que le Qatar entretient quand même des relations avec l'Iran. Et encore une fois, c'est à Doha, capitale du Qatar, que se trouve le chef de la branche politique, du bureau politique du Hamas, Ismaël Haniyeh. Il est pas à Oman, pour le coup, il est à Doha. Donc c'est plus facile de négocier, je dirais, avec Loïc, un mot court. Loïc Le Floch-Prigent. 30 secondes. Souvenez-vous que le North Dome, qui est le gisement de gaz énorme du Qatar, est le frère de South Pars, c'est le même gisement, qui est le gisement de gaz extraordinairement important aussi d'Iran. Et que par conséquent, ceux qui sont les plus proches gazéi ou pétrolièrement
c'est l'Iran et le Qatar. Donc c'est ces deux pays frères sur un gisement qui est le plus grand gisement du monde en gaz. Allez, 0826 300 300, Johan avec nous. Johan, une réflexion peut-être sur ce sujet. Alors, d'abord, merci à Loïc Le Floch-Prigent et à votre interlocuteur pour la qualité de leurs interventions. Je pense qu'aujourd'hui, le Qatar essaie de se positionner comme étant une puissance diplomatique. On l'a vu jusqu'à présent, c'était une puissance économique parce qu'effectivement, comme on l'a souligné, ils investissent un petit peu partout dans tes pays et en France, c'est aussi le cas. Et je pense qu'effectivement, ils cherchent à prendre la place de l'Iran sur le jeu diplomatique. Mais il ne faut pas avoir une vision occidentale pour pouvoir comprendre ça. Je pense que c'est vraiment des enjeux du Moyen-Orient avec une vision qu'il faut avoir adaptée à cette partie du globe. Pour autant, si effectivement le Qatar s'avère officiellement participer au financement de certains groupes, et forcément ils auront des arguments de poids lors de négociations, que ce soit lors de libération d'otages ou d'autres choses. En tout cas, diplomatiquement, ils pourront avoir une force que la France n'aurait pas typiquement si c'était elle qui engageait ces négociations. Emmanuel Razavi, pour répondre à Johan, le général de Gaulle avait dit il y a fort longtemps, je reviens de l'Orient compliqué. Quand on vous entend, vous et Loïc Le Floch-Prigent, avec des idées simples, on se dit que l'Orient c'est extrêmement compliqué à comprendre. Parce que si je ne m'abuse, les Qataris sont majoritairement sunnites, les Iraniens sont hyper majoritairement chiites, c'est la guerre entre chiites et sunnites, mais là, ils ont l'air d'être, vous me passerez l'expression, plutôt bons copains. Oui, mais alors, si vous voulez, Philippe, on en a déjà parlé dans une émission précédente. Oui, il y a effectivement un antagonisme entre les sunnites et les chiites, mais vous voyez bien sur le terrain que cet antagonisme, il n'existe pas forcément. La preuve, c'est que l'Iran, en fait, soutient le Hamas, que le Hamas, en fait, se coordonne et s'entend avec le Hezbollah au Liban, qui est lui-même, en fait, à la botte de l'Iran et qui est chiite, vous voyez. Donc, le terrain dépasse et les réalités dépassent parfois, si vous voulez, les préjugés ou les visions que l'on peut avoir, encore une fois, en Occident. Et je le rappelais, en fait, la dernière fois, je veux pas trop rentrer dans le détail, mais si vous prenez la République islamique d'Iran, Khomeini, il était membre des Fédayines Islam, qui était la branche chiite des frères musulmans. Le Qatar soutient les frères musulmans. Le Hamas, c'est la branche palestinienne des frères musulmans. Donc vous voyez, il y a quand même des liens entre finalement sunnites et chiites depuis bien longtemps. Ça date pas d'aujourd'hui. Merci beaucoup, Emmanuel Razavi, d'avoir été avec nous. C'était passionnant. En tout cas, c'est vrai que ça mériterait encore un peu plus. En tout cas, un grand reporter et auteur de nombreuses enquêtes sur le régime iranien et l'organisation des frères musulmans. Vous avez collaboré notamment avec Paris Match et Franc-Tireur. Et dernier livre, Les coalitions de l'ombre, aux éditions 6e, où il révèle les liens entre l'Iran et les organisations terroristes sunnites. Merci beaucoup, Philippe Bilger, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. C'était un plaisir, comme d'habitude. Demain, merci beaucoup Madi Saïdi, conseillère en communication d'influence et auteur de Française, venue d'ailleurs. Merci beaucoup Loïc Le Floch-Prigent d'avoir été avec nous. C'était un plaisir ce soir d'être avec vous. Oui, ce soir, parce que les autres soirs... Comme tous les autres soirs d'ailleurs. Oui, mais et puis il a permis que le second débat gaze encore mieux. Oui, c'est ça. Merci en tout cas. Mon Dieu. Allez, dans un instant, les vraies voix citoyennes avec Stéphane Pellet et Aurélie Gros. On reviendra sur